Bien, bonsoir à tout le monde. On se retrouve ce soir pour un webinaire donc, organisé par Bariateam et avec comme invité le docteur Sina, Alexandre de Souza, le diététicien qui travaille avec lui, ainsi que Caroline, son assistante. Donc, on va évoquer tous ensemble, sous forme un petit peu d'interview, la chirurgie bariatrique de façon à ce que répondre à un maximum de questions aux personnes qui réfléchissent à s'inscrire dans un parcours de chirurgie bariatrique. Merci d'être Bonsoir avec nous Gaël. ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu aujourd'hui le thème du jour de notre webinaire, c'est donc de tout savoir sur la chirurgie bariatrique, cette chirurgie de l'obésité qui permet, comme vous le voyez sur les photos, de perdre significativement du poids et surtout que ça reste définitif. Vous voyez ici Angélique qui a été opérée par le docteur Sina d'un bypass il y a 3 ans maintenant et qui a perdu plus de 75 kilos. Vous avez ici Adeline qui, elle, a eu aussi un bypass et a perdu plus d'une cinquantaine de kilos. Et Sébastien, qui lui a eu une sleeve il y a un peu moins d'un an et qui a également été opéré par le docteur Sina et qui a perdu énormément de poids aussi. Alors, merci au docteur Sina et à Alexandre et à Caroline aussi. Je ne sais pas si Caroline est Bonsoir. si on peut vous voir un tout petit peu, Caroline, pour que les gens repèrent qui vous êtes. Parce que Bonsoir à tous. Alors, moi, je ne vous vois pas. Je vais arrêter de partager. Voilà, on vous voit là. Bonsoir à tous. Bonsoir, Caroline. Donc, vous êtes l'assistante du docteur Sina. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, on donnera aussi vos coordonnées tout à l'heure. Avec plaisir. Je repartage mon écran juste pour vous dire un petit mot sur qui est Bariateam. Bariateam, donc c'est une équipe qui est en charge d'accompagner les personnes qui s'inscrivent dans un parcours de chirurgie bariatrique. Donc, nous sommes 2 psychologues, Chloé et moi-même, ainsi qu'une patiente témoin, Agathe, que vous allez voir aussi ce soir, qui elle-même a eu une sleeve il y a 3 ans exactement. On a publié son témoignage de son anniversaire des 3 ans de sa sleeve hier soir à 18h sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà pour les intervenants qui sont là ce soir. Et maintenant, je vous propose d'engager la discussion avec le docteur Sina et son équipe sur la chirurgie. Surtout, l'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos questions. On va les lire, je vais les lire, Agathe aussi, et on va les poser à l'équipe du docteur Sina. Bonsoir, docteur Sina. Première question. Bonsoir Gaël. Ça fait à peu près combien de temps maintenant que vous travaillez dans la chirurgie bariatrique? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, donc une grande expérience. Oui, ça commence à le faire, oui, effectivement. 20 ans. Ouais. J'ai commencé, j'étais chef de clinique, donc il y a bien 22 ans. Et puis, je me suis installé il y a bientôt 15 ans maintenant à Nantes. Voilà. Et depuis, je pratique depuis toujours la chirurgie bariatrique. Quand on parle de chirurgie bariatrique, quelles sont les grandes techniques que vous pratiquez qui sont efficaces et comment se fait le choix de l'une ou de l'autre? Alors, on parle d'emblée de la chirurgie ou on parle pourquoi faut-il parler de la chirurgie même? Puisqu'il faut quand même comprendre quand même que on est médecin avant tout et on est en train de soigner nous tous là. Et je suis fier de présenter mon équipe dont on fait partie, Gaël, tu sais très bien. Et c'est un grand honneur pour moi d'être là parmi vous présents. Merci de l'invitation. Par contre, il faut quand même, avant de parler de la technique chirurgicale, commençons à se dire pourquoi on opère l'obésité. Car il s'agit d'une maladie chronique, on le sait très bien. C'est une vraie maladie, ce n'est pas un trouble de la volonté comme on le croit habituellement. D'accord? C'est une vraie maladie qui a été validée par les instances, par l'Organisme mondial de santé. Heureusement, aujourd'hui, on a une thérapeutique qui marche très bien au long cours.
quand ça veut marcher et quand le patient est volontaire et acteur de sa propre guérison au long cours, grâce à toute l'équipe pluridisciplinaire qui prenne en charge ce type de pathologie. Donc, il ne faut pas avoir honte d'être obèse, c'est un message très important. Il faut juste dire que je suis malade, j'ai ce problème-là, et je consulte. Voilà, et il y a une thérapeutique. On parlera des techniques tout à l'heure. Ouais. C'est clair que c'est une difficulté. Là, tu parles de honte. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante à souligner, c'est que peut-être le pas le plus difficile à faire, c'est d'aller pousser la porte du chirurgien et de faire le numéro de Caroline. D'ailleurs, Caroline, si tu peux nous donner ton numéro dans le chat, comme ça, les gens l'auront et pourront te contacter facilement. Mais c'est effectivement le pas le plus difficile est certainement déjà de franchir le cap, de se dire, tiens, je vais accepter de faire appel à l'aide médicale. Tout à fait. Car l'obésité, et je continue dans ce même état d'esprit, est une maladie grave. Pourquoi elle est grave? Et on le sait tous. Il y a quand même des complications. Il y a de la comorbidité, ce qu'on appelle des complications liées à ce problème majeur, ce problème endémique, mondial. On parle de diabète, on parle d'hypertension artérielle, on parle de taux de cholestérol, triglycérides élevés, donc un risque d'accident vasculaire cérébral qui est quand même non négligeable. On parle de reflux gastro-œsophagien, des remontées acides. On parle d'apnée du sommeil, souvent qui nécessite un appareillage. Ce n'est pas confortable, tout ça. On parle même de cancer, et j'insiste, même de cancer. Il y a une corrélation entre le cancer, notamment le cancer colorectal, et l'obésité. Donc, il faut qu'on soigne et qu'on traite cette maladie. C'est important de le savoir. Oui, il y a quelqu'un qui demande si l'obésité, c'est génétique. Je l'ai vu, ce message. Elle peut être génétique, tout à fait. Alors, on a un contexte effectivement génétique. Ça a été étudié. D'ailleurs, tout un chapitre sur la génétique, je l'ai mis sur le site Internet. Sans rentrer trop dans les détails, oui, il peut y avoir, pas tout le temps. La plupart du temps, il s'agit quand même de troubles du comportement alimentaire. D'accord? Il faut savoir qu'on ne naît pas, ce que je dis toujours à mes patients, on le devient avec le temps, on ne naît pas obèse, on le devient. Alors, c'est certainement le problème aujourd'hui sociétal qu'on a, à vrai dire, la vie du quotidien. Il faut se dire qu'on est tous un peu dans le même bain, on est tous ensemble, on vit toujours à 200 à l'heure, il y a des objectifs, il y a des problèmes, il y a du stress, et de plus en plus, et de plus en plus. Ça ne facilite pas trop la tâche, et du coup, l'alimentation devient un refuge, et ça, il y en a même à en parler éventuellement de toute la répercussion que ça peut avoir avec l'effet aujourd'hui qu'on vit au quotidien. Mais effectivement, il peut y avoir une petite part génétique. Notamment, il y a des maladies qui ont été décrites, comme le crânio-pharyngiome, sans rentrer dans les détails, qui est une maladie considérée comme une maladie génétique, effectivement, qui donne de l'obésité. Mais c'est très rare. Ouais. La plupart du temps, il s'agit des troubles du comportement. Il faut savoir que la mortalité avec l'obésité est augmentée. Il y a un risque de mort subite. Oui, d'ailleurs, on dit bien qu'avec la chirurgie bariatrique, on fait gagner entre 10 et 15 ans d'espérance de vie à la personne qui souffre d'obésité, ce qui est quand même, ça paraît, enfin, c'est énorme. C'est des études de Framingham qui ont été faites aux États-Unis par des équipes anglo-saxonnes. C'est une cohorte de patients, mais c'est quand même un bel échantillon, j'ai envie de dire. Ils ont comparé deux populations sur deux IMC différents. Indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au mètre carré. Donc, un IMC supérieur à 40, considéré comme l'obésité morbide, et inférieur à 40, c'est-à-dire qu'on a une différence de 8 ans de survie chez la femme et 13 ans chez l'homme. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis et qui l'ai inventé, c'est basé sur de la théorie, sur de la littérature, sur des données scientifiques dans la littérature. C'est ça. Alors, est-ce que, donc là, on est là pour parler de la chirurgie bariatrique, c'est une des solutions pour justement combattre cette obésité et y mettre un terme. Est-ce que tu peux nous présenter les techniques que toi, tu pratiques et voilà, donc, comment tu les décris et comment est-ce que tu orientes vers l'une ou vers l'autre en fonction de la situation de chacun? Si le patient est éligible déjà à la chirurgie, il y a des indications. Ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est qu'on ne peut pas opérer tous les IMC et toutes les obésités. Il y a 3 classes qu'on définit avec l'obésité. C'est souvent la classe 2 et la classe 3 qui est éligible à une intervention chirurgicale. Quelqu'un qui a un IMC à 30, 31, qui a besoin de perdre 10, 15 kilos, non. Mais en général, on parle de souffrance, de maladies associées, de comorbidité. Alors, quand on arrive à la chirurgie, effectivement,
Il faut savoir, et ça va peut-être choquer pas mal de monde, parce qu'on a entendu parler que de techniques aujourd'hui, mais il y en a 17. Et j'ai moi-même participé à plusieurs études cliniques en France, actuellement en cours. Je ne parle pas des 17 interventions et ce n'est pas le but. Aujourd'hui, il n'y a que 2 qui sont validées dans le monde. 2, d'accord? Notamment en France. C'est la sleeve, qui a largement remplacé, si vous voulez, l'anneau périgastrique ajustable, qui était un peu à la mode à l'époque dans les années 2000, dans les années même 90. Moi-même, quand j'ai démarré mon activité et mon expérience, j'étais encore jeune interne, on en posait pas mal. On s'est rendu compte vite fait que l'anneau a ses limites. C'est un corps étranger. Il y a plus d'échecs que de succès. On est plus amené à les réopérer pour les retirer. Donc, les anneaux périgastriques aujourd'hui ajustables, on les voit aujourd'hui avec Caroline, ils reviennent 7 ans, 10 ans après. Donc, il y en a certains encore qui sont avec les anneaux. Donc, qu'est-ce qui a remplacé l'anneau? La sleeve. Alors, c'est quoi la sleeve? On a des schémas que je t'ai envoyés, si tu peux les mettre, c'est très… Je vais essayer, mais là, Si tu arrives oui. sur une diapositive, pour comprendre un tout petit peu, Oui. bon, la sleeve gastrectomie, c'est une technique restrictive. Donc, il s'agit juste d'intervenir sur l'estomac, de réduire le volume de l'estomac, ce qui fait que quand on diminue l'estomac, on réduit les grélines. La gréline, c'est une enzyme qui est sécrétée par l'estomac qui engendre la faim. Donc, on a une sensation de satiété précoce. On a une diminution des apports caloriques quotidiens et on a une diminution de la sensation de faim, si vous voulez. Et ben, du coup, en réduisant l'estomac à son tiers, on travaille sur la restriction et sur le facteur hormonal qu'on vient de citer, là, la gréline. Et ben, du coup, on a une perte pondérale non négligeable. Le bypass, c'est le deuxième volet. Le bypass gastrique consiste à… Alors, en l'occurrence, contrairement à la sleeve, où on retire quand même le 3/4 de l'estomac, on le sort complètement de l'organisme, si vous voulez, et qu'on envoie analyser systématiquement. Alors, le bypass, en l'occurrence, on n'enlève rien. Le bypass, c'est un court-circuit. On va chanter, on va dériver les aliments. Tout simplement, on va commencer la chirurgie par exclure une grande partie de l'estomac, qu'on laisse en place, qui reste fonctionnel, mais qui ne reçoit plus les aliments. C'est dommage qu'on n'ait pas le schéma, mais c'est très… Je l'amène tout de suite. Bon, tu vois, tu mets la flèche sur la portion de l'estomac. Celle-là, on coupe, on l'enlève. Voilà ce qui reste de l'estomac, c'est la partie qui est à gauche. Tu vois avec la flèche? Ici. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez que l'estomac est réduit à un tube qui n'est guère plus large que l'œsophage. Donc, forcément, on ne peut plus manger comme avant. D'accord? Ça, Alexandre, il va parler peut-être du côté diététique et de l'aspect diététique et nutritionnel de l'affaire. Mais techniquement, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une technique qui est très bien recommandée par l'autorité de santé, mais c'est une technique irréversible. On ne peut pas recoller le morceau de l'estomac. C'est logique, clairement. Les gens, ils me posent savoir la question, la partie gauche, qu'est-ce qui se passe avec sa partie gauche? On l'enlève, on la retire. Oui. On a quand même de bons résultats. Alors voilà le bypass. Le bypass, tu mets la flèche, tu vois ce qui reste de l'estomac en haut, sur la partie proximale. Voilà. Le reste de cette partie, elle est exclue. On agrafe. Donc, elle est exclue, elle est fermée. Et là-dessus, on va prendre l'intestin. On va couper en deux les deux parties de l'intestin. Enfin, il y a deux parties. Quand on coupe l'intestin, on a deux bouts. Il y a un bout qu'on va monter, qu'on appelle l'anse alimentaire pour le circuit digestif alimentaire. D'accord? Et il y a un autre bout qu'on va suturer en bas, ce qu'on appelle en bas là. Tu vois, tu descends, voilà, ici. Voilà, c'est la deuxième suture. Et ça, c'est la suture du pied, ce qu'on appelle le pied de l'anse. C'est l'autre bout de l'intestin, mais au fait, c'est c'est l'intestin qui récupère les sécrétions biliaires et pancréatiques. On voit la vésicule, on voit le conduit biliaire, on voit les sécrétions aussi de l'estomac externe. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne non seulement une restriction grâce ou à cause de cet effet restrictif de ce petit volume gastrique restant proximal qui reçoit les aliments. Donc, il y a quand même un effet restrictif avant tout dans le bypass, mais il y a également une malabsorption du fait que les aliments n'ont pas le temps de rester trop longtemps dans l'estomac ou en plus dans cette petite poche gastrique, et ça va passer directement dans l'intestin. Et cette dérivation rapide des aliments fait qu'on a la restriction, la malabsorption, le temps que les aliments ne soient pas digérés, ça passe dans l'intestin et il y a un mécanisme physiologique de l'insuline aussi qui joue, qui fait qu'on perd du poids et on perd massivement du poids.
Alors, qu'est-ce qui va leur porter le choix? Antoine, qu'est-ce qui te fait, voilà, c'est la question que j'allais te poser. J'en reviens. Qu'est-ce Donc là, j'ai qui fait expliqué que la tu technique. vas plutôt proposer une technique plutôt qu'une autre aux personnes qui sont dans ton cabinet? Une jeune femme en âge de procréer qui n'a pas de problème de pathologie gastrique de type reflux gastro-œsophagien, de remontées acides quotidiens qui sont dépendants avec des médicaments au quotidien, parce que si on arrête un jour les médicaments, c'est toujours le reflux, machin. On va malgré tout proposer pour les gens qui ont un reflux, même jeune âge, en âge de procréer, le bypass de première intention. Donc, j'insiste sur le reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien, pour moi, est un véritable problème quand il est traité au quotidien par les médicaments. Même si c'est une jeune femme en âge de procréer. Donc, on va proposer le bypass en air. Ceci étant, la plupart du temps, il n'y a pas de remontée acide et on va, quelqu'un qui a un comportement alimentaire de type hyperphage, c'est-à-dire il mange repas copieux, absence de satiété, il se resserre, ce qui est le cas de la majorité un peu de ces troubles du comportement alimentaire, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de remontée acide au reflux, on va proposer la sleeve. Donc la sleeve de première intention chez quelqu'un qui mange copieux, qui se serre et se resserre, qui ne ressent pas la satiété, il a besoin d'un coupe-faim, en gros. C'est un peu ça, si je résume, et qui surtout n'a pas de reflux et qui n'a pas de diabète, on peut proposer la sleeve de première intention. Le reste, c'est du bypass. Surtout pour le diabète, surtout pour le reflux, parce que ça soigne le reflux. Parce que la petite poche gastrique en haut, elle ne va pas trop sécréter, parce que la plus grosse sécrétion, elle se fait dans l'estomac exclu. Donc, ça ne peut pas remonter. L'acidité ne peut pas remonter dans l'œsophage. C'est ça dans le bilan aussi, dans la préparation qui dure 6 mois, il y a un bilan de gastro. Il y a une fibroscopie qui est faite à un moment ou l'autre, avant, dans la préparation. Et la fibro, on va voir à l'endoscopie, la caméra, elle va nous montrer s'il y a des signes d'inflammation de l'œsophage. Quelqu'un qui a une inflammation de l'œsophage sévère, on ne va pas faire du sleeve parce que ça peut augmenter encore plus le reflux par le fait qu'on va réduire la capacité de l'estomac, ce qui veut dire qu'on va augmenter. Donc, on va proposer le bypass de première intention. À l'inverse, quelqu'un qui a été multi-opéré du ventre, plusieurs opérations, le bypass, il faut savoir qu'on va aller chercher l'intestin, qu'on va monter, donc il faut qu'il n'y ait pas trop d'adhérence. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'intervention. Et enfin, quelqu'un qui prend un médicament au long cours pour une pathologie X ou Y, une pathologie cardiaque qui nécessite des anticoagulants, par exemple, des antidépresseurs parfois au long cours, un traitement antiépileptique pour l'épilepsie. N'importe quel traitement au long cours, on sait qu'avec le bypass, on peut avoir une malabsorption. Donc, parfois, il y a une mauvaise efficacité des médicaments au long cours qu'on prend par la bouche, en raison de cette dérivation rapide vers l'intestin. On n'a pas le temps que les aliments et les médicaments soient absorbés. S'il n'y a pas de reflux gastro-œsophagien majeur, aucune contre-indication, on va proposer à ces gens-là une sleeve gastrectomie de première intention pour éviter la malabsorption. Il y a une dame donc, qui dit que depuis toute petite, elle a eu des grosses doses de cortisone. Voilà, qu'elle pesait 49 kilos jusqu'à 40 ans à peu près. Maintenant, elle pèse 82 kilos en mangeant équilibré et en faisant beaucoup de marche. On lui a proposé une chirurgie parce qu'elle est à la limite du diabète. Elle a de l'hypertension, des reins qui filtrent beaucoup moins, une prothèse de genou, une coarthrose dans les 2 hanches. Elle a eu un cancer. Est-ce que la chirurgie est vraiment la meilleure solution pour perdre du poids et être en meilleure santé? Bien sûr, elle pèse combien? On n'a pas parlé du poids et de la taille. 82 kilos à l'heure actuelle. Pour 1 mètre, combien? Là, je ne sais pas si elle peut nous le dire dans le chat. Si vous pouvez nous dire, madame, on ne va pas citer les noms. Elle mesure 1,51 m. Donc 82 Effectivement, 1,51 m et 90 kg, on est face à un indice de masse corporelle à 36. C'est ce qu'on appelle l'obésité de type classe 2. Ce n'est pas encore l'obésité morbide, mais si celle-ci est compliquée d'une hypertension artérielle, si j'ai bien compris, traitée, et d'un diabète, c'est bien ça? Oui, pré-diabète. Enfin, là, elle est aux portes du diabète. C'est-à-dire, la glycémie, elle est à combien? Est-ce qu'elle peut nous le dire? Là, je ne sais pas. Voilà, hypertension en tout cas. Hypertension. Bon, donc, elle est éligible effectivement à un traitement chirurgical, oui. Tout à fait. Oui, est-ce qu'elle a un reflux? Est-ce qu'elle n'a pas de reflux? Elle est à 6,7 de glycémie. 6,7 de glycémie. Mais bon, dès l'instant où il y a une hypertension, voilà, ça fait partie des critères. Ah, tout à fait.
elle peut être éligible. Soit tu as une sleeve, soit tu as un bypass. Oui. Et la limite du diabète, et le diabète, je viens de le dire, on va s'orienter plus vers le bypass parce qu'il marche mieux sur le diabète derrière. On a d'excellents résultats sur le diabète avec le bypass hélico du jour au lendemain. Ouais. L'asthme, c'est une, je ne sais pas qui la pose, mais en tout cas, Élodie, je réponds à la question. De plus en plus, on parle de l'asthme qui est une comorbidité. Effectivement, l'asthme et le reflux équivaut à une comorbidité qui valent une chirurgie si jamais on rentre dans les critères de l'IMC. Donc là, on a vu que voilà, que ce soit une sleeve ou un bypass, vraiment la technique, l'objectif, c'est de réduire l'estomac, voire de réduire l'absorption des aliments dans le corps. Tout ça, ça donne des très bons résultats. On sait aussi de plus en plus que ce qui compte dans la réussite, c'est aussi tout l'accompagnement qu'il y a autour, hein, notamment diététique et psychologique et activité physique avec un coach APA si possible. Alexandre, toi, tu es donc diététicien et tu travailles dans l'équipe du docteur Sina. Pour toi, qu'est-ce qui est important dans l'accompagnement que toi, tu proposes? Voilà, je peux te mettre ton diaporama pour partager le petit schéma que tu proposes en général. Alors, ce qui est important finalement dans l'accompagnement, c'est de réapprendre à manger, de sortir des habitudes alimentaires que l'on a quand on a de l'hyperphagie, quand on mange trop, et retrouver la juste proportion des choses. Parce que la prise de poids et la perte de poids sont toujours un rapport entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense en fonction de l'activité que l'on a. Et quand on mange des grandes quantités ou des choses qui sont juste trop riches, trop grasses, trop sucrées au quotidien, de façon répétée, les calories s'additionnent. Et du coup, toute cette énergie qui n'est pas brûlée se transforme en réserve, c'est-à-dire en gras, en poids. Donc, le but de la diététique, c'est d'apprendre à gérer doucement les quantités, petit à petit, et bien choisir la qualité, la bonne qualité des aliments, c'est-à-dire ne pas tomber dans les pièges du marketing, du supermarché, des promotions, qui poussent toujours à consommer des produits gras et sucrés qui sont cachés. Des fois, c'est marqué bio, c'est marqué que le produit a l'air sain, et finalement, ces produits marketing ne sont pas toujours aussi sains qu'ils ont l'air. Donc, c'est ce que l'on apprend aussi en diététique. On a eu l'exemple hier lors d'une séance de groupe d'une dame qui n'aime pas l'eau et du coup qui cherchait des solutions et qui avait trouvé une espèce de gelée d'orange parfumée à l'orange pour mettre, ou à la pêche, enfin en tout cas des fruits blancs, qu'elle mettait dans l'eau. Et en fait, en regardant la composition, elle s'est rendue compte qu'il y avait 56 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc, plus de la moitié, ce n'était que du sucre. Donc, comme quoi, ça peut être très piégeux, en fait. C'est très… le marketing est là pour vendre. Et quand on regarde l'étiquette nutritionnelle, qui est toute petite derrière, et qu'on commence à lire, on voit que souvent, le premier ingrédient, ils sont dans l'ordre, les ingrédients sur les étiquettes, du plus important au moins important. Parfois, si sur les 3 premiers, c'est écrit sucre, c'est que c'est un produit sucré. Donc, faut apprendre ça doucement et puis réussir à se rendre compte de tous ces pièges. Le plus simple pour aromatiser de l'eau, c'est encore de mettre tout simplement du jus de citron, quelques gouttes de citron dedans. C'est à peu près 100 calories. Il y a une expression que tu utilises beaucoup qui est de passer de gourmand à gourmet. Oui, c'est un peu je crois que c'est l'expression favorite dans la prise en charge de l'obésité. Souvent, les gens viennent nous voir et nous expliquent qu'ils mangent en quantité un peu trop, qui sont très gourmands, qui sont bons vivants. C'est les termes qu'on entend le plus souvent et c'est très bien d'être gourmand et bon vivant. Et nous, on a un terme pour définir ça, c'est l'hyperphagie, ça veut dire manger trop. Et être gourmand ne veut pas dire manger 2 fois une pleine assiette de produits un peu trop riches. Ça veut dire réussir à contrôler les quantités, prendre le temps de savourer les choses. Et souvent, ce qui manque dans la gourmandise, c'est le fait d'aller trop vite à manger. Et ça, c'est quelque chose que l'on dit souvent. Prendre le temps de manger, c'est prendre le temps d'avoir les arômes, les goûts en bouche. C'est pas compliqué. Un produit qu'on met dans la bouche et que l'on avale en 3 bouchées, on peut pas savoir exactement le goût qu'il a.
parce que les arômes mettent du temps à se révéler grâce à la mastication. C'est un peu comme le vin, l'alimentation. Il faut prendre le temps de le sentir, de le voir, de toucher les aliments éventuellement, si c'est possible, les laisser en bouche et libérer les arômes. Et enfin, quand on a fait tout ça, on peut manger sa bouchée parce que ça y est, on en a tiré tout le plaisir gustatif. C'est un peu toujours manger dans un restaurant gastronomique, être opéré. Alors, juste à cela, je rajoute, j'aime beaucoup ta diapositive c'est très explicite, sur cette balance. Tout est une question de balance. Il faut savoir que la chirurgie, ce n'est pas un miracle, quand même. C'est un outil. Et ce qui est génial avec cette thérapeutique-là, pour les gens qui peuvent être éligibles et l'avoir, c'est qu'il n'y a pas de frustration contrairement à tout régime alimentaire. Ça, il faut quand même insister là-dessus. Quand on a une chirurgie, quand ça marche, on n'est pas frustré. Alors que quand on suit un régime alimentaire, il y a beaucoup de frustration. Qu'on me corrige si je ne dis pas… Oui, tu as raison de souligner, il y a beaucoup de gens qui souvent ont peur d'être frustrés après la chirurgie, qui ont peur de ne plus pouvoir aller au restaurant, de ne plus pouvoir aller manger chez les amis. Donc, c'est effectivement très important de souligner ça, c'est que les régimes, c'est terminé. La restriction cognitive, elle est terminée et que l'idée, c'est vraiment de justement s'autoriser à manger de tout, en petite quantité. Mais on mange de tout. Oui, grâce au montage, ce qui permettra de manger en petite quantité sans avoir, avec cette sensation de satiété précoce, avec cette faim qui va rapidement être régulée par le montage. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui dit que c'est compliqué de faire 10 000 pas par jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, c'est pas si compliqué. On n'est pas obligé d'être à 10 000 si on est un peu plus bas. C'est juste un indicateur, 10 000 pas. C'est une combinaison entre être plus dynamique, c'est-à-dire arrêter de prendre sa voiture pour faire des petits trajets. Où je vois souvent les gens essayent de se garer le plus près possible de la porte des consultations chez nous ou au supermarché. C'est être capable de se garer un petit peu plus loin et de marcher 60 secondes de plus, 1 minute de plus pour aller au supermarché. C'est marcher un petit peu plus vite, c'est aller chercher son pain, ses enfants, promener son chien. Et l'accumulation de tout ça, ça rend un peu les gens moins sédentaires. En fait, on souffre d'une sédentarité avec les métiers derrière les ordinateurs. Déjà, c'est compliqué, c'est comme ça. Et si en plus on est pressé en sortant du boulot à 17 ou 18 heures de se garer juste devant la boulangerie et d'aller faire ses courses, évidemment le nombre de pas sera très très faible. Donc c'est renoncer à prendre l'ascenseur parce que 2 étages c'est pas la mer à boire. Faut s'y mettre quoi. Et c'est l'addition. La petite addition fait le grand résultat et rapidement les gens atteignent les 10 000 pas. J'en rajouterai à cela que pour la réponse à la question des 10 000 pas, c'est beaucoup plus simple d'en faire 20 000 ou 30 000 après une chirurgie bariatrique que 10 000 avant une chirurgie bariatrique. Je ne suis pas pour vendre la mèche, c'est parce que c'est vraiment du concret, c'est de la réalité, c'est dans la vraie vie. Les gens qui sont opérés, ils ne pouvaient plus marcher avant, ils ne pouvaient plus, on leur a beau à leur dire, il faut faire de l'activité. C'est compliqué quand on a une surcharge pondérale conséquente, ce n'est pas si simple. Il y a des problèmes de genoux, il y a des problèmes ostéo-articulaires. Alors, on a beaucoup de témoins qui peuvent le dire, qu'ils arrivent au bout de 3 à 4 mois, à 6 mois, à faire plus facilement les 10 000 pas et ça devient de la routine. Oui, et là, on parle de marcher, mais ça peut être aussi de faire de l'aquagym, ça peut être d'aller nager, ça peut être de faire du vélo. Quand on a des douleurs aux genoux, par exemple, on peut tout à fait… Il y a beaucoup de gens qui font ça, ils prennent un pull boy, ils se bloquent les genoux et puis ils nagent avec les bras et malgré tout, ça fait de l'activité physique. Donc, l'idée, et nous, dans l'accompagnement psychologique qu'on apporte autour de la chirurgie, c'est ça, c'est d'aider chacun à trouver ses solutions pour justement se mettre petit à petit, progressivement. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe de 0 à 10 000 pas ou de 0 à aller nager 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment de trouver sa solution et de mettre en place des petites évolutions pour que, mises bout à bout, ça accompagne la chirurgie et chacun en tire un maximum de bénéfices. Et tout à l'heure, une question pour quelqu'un qui
qui a 58 ans. Oui. Voilà. Oui, les opérations, c'est entre 18 ans et 65 aujourd'hui, pour répondre à la question. Alors, on opère fréquemment, oui, on opère fréquemment, j'ai envie de dire. Même au-delà de 65, c'est au cas par cas. Alors, le risque, au-delà de 65 ans, c'est avec l'amaigrissement attendu et l'ostéoporose, c'est qu'on ait des problèmes. Donc, on pose le pour et le contre. C'est au cas par cas. Et on va étudier par une impédancemétrie, par une ostéodensitométrie s'il faut, pour éviter qu'il n'y ait pas de complications osseuses après avec l'amaigrissement. Mais 58 ans, oui, c'est Oui, ça se la fait. routine. C'est de la routine. Oui. Cet accompagnement-là, Alexandre, toi, voilà, on disait que là, il n'y avait plus de régime, mais il y a encore un micro-régime à faire quand même dans la préparation de la chirurgie. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors, il y a la partie de préparation qui dure entre 6 et 12 mois. Et il y a ce que j'appelle un peu le dernier régime, je mets ça entre guillemets et avec humour, parce que souvent les patients nous expliquent qu'ils ont déjà fait 10, 15, 20 ou 30 régimes avant de venir voir le chirurgien ou aller voir leur nutritionniste. Et ce dernier régime, c'est un régime qui est pour le chirurgien finalement, hein, pas pour le patient. C'est un régime qu'on veut sans sucre et sans graisse. Donc en gros, il reste essentiellement quelques légumes, de la volaille, du poisson, quelques laitages à 0% pendant une semaine. Et le but de ce dernier régime, finalement, c'est de réduire la stéatose du foie, c'est-à-dire le foie qui est gras, pour que le chirurgien puisse travailler plus facilement. Voilà. Et à partir de là, normalement, il n'y aura plus jamais de ce qu'on appelle régime. D'ailleurs, c'est un terme qui est un petit peu barbare. On ferait mieux de parler d'alimentation, parce qu'on ne doit pas se priver en permanence de tout. On doit juste faire attention à ce que l'on mange. Et c'est ce qui va se passer à partir du moment de la chirurgie, où vous allez réapprendre à manger en toute petite quantité. Moi, je verrai les patients après la chirurgie, les quelques heures après, pour leur expliquer un petit peu quel est le plan sur les 5 semaines à venir après la chirurgie, le temps que le nouvel estomac de petite taille s'habitue à cette nouvelle proportion. Donc, on donne un petit livret aux patients, on leur explique que l'alimentation va être liquide, mixée, moulinée, des petits morceaux, des choses molles, et que finalement, arrivé à la 6e semaine, après 5 semaines, l'alimentation devient variée et normale, en petite quantité. On retourne vraiment sur ce principe de gastronomie. Tout ne passe pas au début, il y a encore un petit peu de délai, il y a des choses qui sont moins bien tolérées. La viande rouge dure, ça passe pas, bien sûr. Au début, on est sur des choses un petit peu molles. Et puis, on apprend à mastiquer, ce qui est indispensable, parce que sinon, si un gros morceau de viande vous tombe dans le nouvel estomac qui est de toute petite taille, ça se passe pas trop bien. On le trouve difficile à digérer. Pour la partie psychologique, je vais vous partager mon écran. Il y a 2 choses qui sont vraiment importantes. Alors, je partage cette slide-là. Juste pour répondre, il y a quelqu'un qui a posé la question. Bien sûr. 1m52 et 90 kg, nous sommes face à un IMC à 39, puis elle peut être éligible à une chirurgie. Avec un limite diabète. Donc, c'est pour répondre à Karine. Oui, merci. Donc, sur la partie psychologique, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un psychologue? C'est que bien souvent, quand on s'engage dans cette chirurgie bariatrique, on a une image assez idéale de la façon dont ça va se passer. Voilà, moi, j'ai repris cette petite image que je trouve assez parlante. C'est-à-dire que dans notre entourage, on connaît des gens qui ont été opérés. On voit la partie visible de l'iceberg. On voit tous les avant-après au bout d'1 an sur les réseaux sociaux. Et donc, on se forge comme ça une idée qui est quand même très emphasique de la chirurgie. Sauf que dans la vraie vie, bien sûr, il y a d'immenses bénéfices, sinon on ne serait pas tous là ce soir pour vous présenter ces techniques, si on n'y croyait pas. Mais malgré tout, il y a aussi des petits grains de sable et la vie, elle est faite de haut et de bas. Et l'idée, c'est que nous, on est là pour vous accompagner et pour vous dire, oui, ça c'est normal, oui, ça c'est un risque, mais finalement, ça se passe bien. Vous allez voir, vous n'allez pas être frustré au restaurant, etc., etc.
Donc ça, c'est l'accompagnement psychologique. Voyez-le plutôt comme un guide. Chloé, Agathe et moi, on est vraiment spécialisés, on ne fait que ça. À longueur de journée, on entend les témoignages de toutes les personnes qui sont dans le parcours. Et avec cette expérience-là, on peut vous guider dans votre parcours, vous aider à trouver les clés dans les solutions pour vous. Quand Alexandre vous dit, ben voilà, il voudrait mieux manger comme ci ou comme ça, et que pour vous c'est compliqué, ben nous on peut déjà on vous dit de retourner voir Alexandre, de l'appeler si vraiment nous on peut pas répondre, mais c'est aussi de vous dire, ben voilà, vous commencez par ci, et puis après voilà, on va pas marcher 10 000 pas par jour, on va peut-être en marcher 100 ou 200 mètres. Il y a des gens qui ne marchent que 50 mètres au départ, et puis progressivement vous marcherez 5-6 km, voire 10. Donc, surtout, l'accompagnement, l'enjeu, c'est ça, c'est d'entretenir la motivation au long cours, parce que là, on parle de chirurgie. Alexandre vous disait 6-12 mois de préparation et après du suivi. Antoine, toi, le suivi, tu dirais qu'il dure combien de temps Toute la vie. Toute la vie. Parce qu'il faut savoir, je viens de le dire, que c'est pas la chirurgie, c'est un outil. Il faut le saisir l'opportunité, et puis ça va faire bien la première année, la deuxième année, et puis on va se stabiliser, mais il y a toujours un risque après, derrière, de rechute. Donc, si on arrête le suivi. Donc, le suivi, il doit être, c'est la clé de la réussite. C'est le suivi post-opératoire. Bien sûr, c'est la chirurgie avant tout, même bien avant, c'est la préparation, et la bonne préparation en amont, pluridisciplinaire, qui dure entre 6 et 12 mois, et donc c'est un minimum de 6 mois. Une bonne préparation, une bonne motivation, une compliance, une adhésion au programme, au protocole, un engagement, non seulement physique, mais également moral, et un suivi rigoureux. Tout ça font que c'est la clé de la réussite pour éviter la récidive de cette maladie. C'est comme un diabétique qui est régulé avec l'insuline ou avec tous les traitements, on le vit du jour au lendemain, vous allez arrêter. On sait très bien qu'il y a une rechute, un risque de rechute. Et pareil pour l'obésité, pareil pour cette maladie. Voilà, donc nous on est là pour ça, on est là pour vous aider à maintenir cette motivation au long cours, c'est-à-dire qu'on pose les fondations avec vous en préparation, on est là aussi dans toute la période post-opératoire, mais on est là aussi 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Et parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce, il y a besoin de remettre de la dynamique dans tout ça, et c'est là qu'on est à vos côtés. On est là aussi pour apaiser la relation au corps. Là, on parle beaucoup de chirurgie, mais la chirurgie, c'est là pour transformer le corps. Ce corps que bien souvent vous détestez au départ et que vous apprenez à accepter. L'idée, voilà, c'est de vous aider à apaiser cette relation et puis à modifier aussi la relation avec la nourriture. Comme le disait Alexandre, passer de gourmand à gourmet, c'est un point de vue, c'est un schéma de pensée aussi. C'est accepter de peut-être prendre le risque d'avoir faim. Par exemple, il y a des gens qui ont peur d'avoir faim. C'est accepter aussi de goûter des choses nouvelles. Il y a des gens qui mangent très, très peu de légumes et qui ont beaucoup de mal à les réintroduire. Donc, c'est aussi accepter comme ça de faire évoluer, d'amener des changements dans sa vie. Et ça, parfois, c'est difficile de le faire tout seul. Vous avez déjà essayé de le faire en faisant des régimes, eh bien, nous, on est là pour ça, pour vous accompagner dans la mise en place de tous ces changements et dans leur maintien dans la durée. Voilà pour la partie psychologique. Il y a une question de la part de Madame Dubreuil. Oui. Ou Monsieur Dubreuil. Avez-vous de bons résultats avec les chirurgies, ce qu'on appelle les chirurgies de deuxième intention, les chirurgies de redoux en cas d'échec? Les chirurgies, en général, c'est de type bypass, de type malabsorption, après échec d'une sleeve, une ancienne sleeve. Est-ce qu'il y a plus de complications quand on fait une deuxième chirurgie? Forcément, quand on réopère, et réopère, il y a toujours des risques. Donc, on multiplie les risques, évidemment. Maintenant, pour répondre au tout début de la question, oui, on a d'excellents résultats sur une chirurgie de redouble. Là encore, on peut avoir un échec après 2, 3, 4 interventions si jamais le suivi post-opératoire n'est pas rigoureux. Donc, pour finir, on peut se contenter d'une seule et unique chirurgie si le suivi derrière est bien. Il n'y a pas de raison de reprendre du poids après une sleeve.
sauf quand on n'en a pas perdu dès le début. Or, la plupart, j'ai envie de dire 99 fois sur 100, on perd et on atteint presque l'objectif, presque. D'un individu à l'autre, c'est très variable. Mais ça, c'est très important. C'est la première, la deuxième année, ce qu'on appelle, nous, la lune de miel. Mais donc, les gens qui reviennent au bout de 4 ans, 5 ans, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a pas revu, et qui ont arrêté leur suivi avec le nutritionniste, avec l'endocrinologue, avec toi, avec la psychologue, le psychiatre, avec le chirurgien, eh bien, ils vont reprendre du poids parce qu'ils ne sont pas coachés, il n'y a pas de bilan derrière, il n'y a pas de discipline. Du coup, mais quelqu'un qui est bien suivi, il n'y a pas de raison, franchement, de reprendre du poids, quoi. Il faut réapprendre, rééduquer l'estomac différemment et rééduquer le système nerveux central. Tout est dans la tête. Moi, grâce à la chirurgie, tout est régulé en haut après. Oui. Voilà pour répondre à la question. Mais on fait, après une sleeve et un échec du sleeve, on fait bypass. On peut resliver maintenant. Oui, il y a des solutions. Est-ce que l'estomac peut se distendre? Oui. Encore une fois, l'estomac est un élastique. Il peut se distendre, oui. Naturellement, déjà. Si encore on va forcer 2 ans ou 3 ans après, et on va augmenter les portions, les ratios, machin truc, dû à l'absence d'un suivi. Parce que quand on est bien suivi, il n'y a pas de raison parce ils sont coachés. Les gens sont coachés toujours. Quand on a un coach qui nous dit faites ça, ne faites pas ça, soit on l'écoute, soit on ne l'écoute pas. Mais voilà. Mais l'estomac se dilate, mais pas assez pour reprendre du poids. En général, c'est les gens qui sont perdus de vue et qui ont à nouveau des troubles du comportement alimentaire. Forcément, oui, ils vont accentuer le process, si vous voulez, de la dilatation de la cire. Alors, effectivement, si on parle des 2 techniques, au long terme, les chiffres sont là, on a moins d'échecs après bypass, au long cours qu'après sleeve. Effectivement. Parce que s'il y a une dilatation en haut de la petite poche sur un bypass de première intention, il y a la malabsorption qui prend le relais rapidement. Mais là, on a aussi des reprises de poids après bypass. Les chiffres sont entre 10 et 15%. Et c'est les chiffres sur le plan national, qui veulent dans certaines séries monter jusqu'à 20%, et on a jusqu'à 30% d'échecs sur le plan pondage. Jusqu'à 30%, pour moi, c'est beaucoup après une sleeve. Ce n'est pas pour dire qu'on est fier de ce qu'on fait et qu'on fait bien, mais je me vante de le dire, et je le dis, parce que les chiffres sont là. On a recensé un peu sur un suivi de 10 ans, nous, dans notre équipe, au sein de notre équipe, on est à moins 10% de reprise de poids. Donc, c'est largement en dessous parce que je crois que, voilà, on les suit et puis on les incite à avoir le suivi. Mais on n'est pas à 0%. Je pense que ce qui est important de comprendre, pour les personnes qui nous regardent, c'est de savoir que vous avez une équipe qui est autour de vous, entre le docteur Sina, chirurgien, Caroline, Alexandre pour toute la partie diététique et puis Chloé, Agathe et moi pour la partie psychologique. Il y a toujours quelqu'un qui pourra répondre à vos questions, qui pourra vous écouter, qui pourra vous conseiller, vous guider s'il y a quoi que ce soit. Et si vous sentez une difficulté, je disais tout à l'heure que le pas le plus difficile, c'est déjà de pousser la porte du chirurgien au départ pour demander de l'aide médicale. Eh bien, si après une intervention bariatrique, vous sentez qu'il y a à nouveau une difficulté, eh bien, reprenez ce courage. Allez au-delà de la honte, de la culpabilité, de toutes les émotions négatives que vous pouvez avoir et osez demander de l'aide, osez nous solliciter parce qu'on est tous là pour ça et je pense qu'on est tous conscients dans l'équipe soignante que c'est loin d'être un long fleuve tranquille pour vous et que c'est une question difficile de maintenir. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi les personnes là? Est-ce que vous avez une ou 2 dernières questions? Moi, pendant que vous y répondez, je vais vous mettre les contacts. Voilà, alors je vais partager les contacts de Bariateam et puis Caroline, on donnera aussi ton contact. Voilà. Donc pour Bariateam, la personne à contacter le plus facilement, c'est Agathe, parce que Agathe, c'est celle qui va vraiment être le point d'entrée, l'accueil, et c'est elle qui va faire un premier bilan avec vous. Donc, il y a plusieurs façons de la contacter. Je vous ai mis son numéro de portable là. Et puis, vous pouvez aussi aller sur notre site bariateam.com et faire la demande d'un bilan gratuit. Vous allez voir, vous avez accès à son agenda.
vous pouvez comme ça prendre rendez-vous avec elle et elle vous rappelle pendant un quart d'heure, 20 minutes pour faire le point avec vous. Et puis après, voilà, il y a les accompagnements sur Bariateam si vous voulez voir davantage. Et puis pour Caroline, Caroline, est-ce qu'on peut mettre ton numéro dans le chat? Oui, je le mets de suite. Alors. Nathalie qui nous dit Agathe est très gentille et à l'écoute. Oui. Merci Nathalie. C'est vrai, je valide en plus. Alexandre aussi, peut-être mets ton contact dans le chat pour les personnes qui souhaiteraient prendre contact avec toi. Donc voilà, pour contacter donc, le secrétariat du docteur Sina, c'est le 02 51 25 34 78. 02 51 25 34 78. Et un témoignage, effectivement, l'accompagnement de Bariateam m'apporte beaucoup alors que j'ai déjà été opérée il y a plus de 10 ans. Merci à tous. Merci à vous, Valérie. C'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui ont accès à un bypass après une sleeve et qui peuvent faire la comparaison entre l'accompagnement qu'ils ont eu il y a 10 ans et l'accompagnement qu'on peut avoir. Oui, c'est une personne voilà, qui est suivie par le docteur Sina aussi. Donc, le docteur Sina… Comment ? Je me permets, excuse-moi, de mettre l'adresse du cabinet pour répondre à la question. Tout à fait. Donc, la question, je la lis à voix haute parce que quand dans le replay, il n'y aura pas le chat. Donc, c'est où est-ce que le docteur Sina exerce ? Donc, à la clinique Atlantique Santé Atlantique, à Nantes, à Saint-Herblain. Oui. Donc, quelqu'un qui dit « J'ai eu mon premier rendez-vous avec vous, docteur. J'ai pris mes rendez-vous comme prévu. Je voulais savoir à quel moment on fait la fibroscopie. » Une question pour toi, Antoine, pour la fibroscopie. J'ai dans le bilan ce que j'appelle le bilan des explorations fonctionnelles du SI, parce qu'il n'y a pas que la fibro, il y a l'échographie aussi du foie et de la vésicule. La fibroscopie est après le deuxième rendez-vous, que j'appelle moi le rendez-vous en consultation intermédiaire. On se voit la première fois, on commence la préparation psychonutritionnelle avec la psychologue, le psychiatre ou avec le médecin nutritionniste en parallèle. On se revoit avec un peu plus de recul. On complète le bilan des comorbidités. On recherche aussi l'apnée du sommeil, on voit le cardiologue, on voit le pneumologue, on voit tout ça. Et c'est au décours de la deuxième consultation, soit 3 mois après le début, où on lance le bilan gastro-entérologique, c'est-à-dire la fibroscopie et l'échographie. La fibroscopie, le but, c'est de voir un peu l'état de l'œsophage, l'état de l'estomac, faire des biopsies pour savoir s'il n'y a pas d'Helicobacter pylori qu'il conviendra de traiter, une bactérie à l'estomac qu'il faut traiter et éradiquer avant. Donc, j'ai envie de dire, la fibro, elle est faite à peu près 4 mois après le début de la préparation, puisque l'opération se déroule 6 mois en moyenne avec moi. 6 mois, c'est un strict minimum. Ce n'est pas 1 an, sauf quand on a besoin de travailler plus avec les personnes et quand on a besoin de revoir le sujet plus profondément et plus voilà. Mais la plupart du temps, au bout de entre 6 et 8 mois, les gens ils sont opérés et on a le bilan gastro, la fibro fait au 4e mois à peu près. Alors, une remarque tout à fait juste, tout le monde n'habite pas à proximité de Nantes, mais il y a heureusement des équipes qui sont très investies ailleurs, mais aussi des endroits où on se sent vraiment trop seul pour vouloir aller plus loin vers la chirurgie. Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'en fait, l'équipe là que vous avez devant vous, eh bien, il y a des gens qui sont à Nantes, il y a des gens qui sont à Toulouse, il y a des gens qui sont à Paris, et qu'en fait, on a la chance d'habiter, de vivre en 2022, et on a la chance d'avoir plein d'outils qui permettent de faire une vraie préparation de qualité, efficace, tout en étant à distance. Le seul truc pour lequel il faut être là, c'est la chirurgie. Mais toute la préparation et tout le suivi peut être fait en dehors. Tu confirmes, Antoine, que tu fais aussi des téléconsultations ? En fait, voilà, pour répondre à la question, effectivement, ce que tu as parfaitement résumé, c'est ça, on fait de la visio, de la téléconsultation, et moi, je vois des patients même qui viennent de Strasbourg. Hein.
Alors finalement, on fait tout le bilan à distance, en visio. J'ai des patients qui viennent de Paris, j'ai des gens qui viennent de la Bretagne, de partout, de partout. Mais finalement, ils viennent se faire opérer ici. Il faut savoir que la clinique où j'exerce, c'est quand même la deuxième clinique en France. Et on est dans le Grand Ouest, un des plus grands centres de la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Hein. La clinique, donc le centre obésité L5. Alors, voilà, c'est parfois très… Mais bon, il y a des excellentes équipes ailleurs, hein, à Paris, à Strasbourg, partout. Hein. Il y a des chirurgiens qui sont excellents aussi. Hein. Mais moi, pour les gens qui habitent Nantes et aux alentours de Nantes, on est reconnu pour ça. On fait de la chirurgie bariatrique, nous, en ambulatoire, comme tu le sais. Donc, les sleeves et les bypass, aujourd'hui, à plus de 80% sont faits en ambulatoire. En ambulatoire, pour expliquer, Antoine, même si là, je vous renvoie à une vidéo qu'on a faite, qu'on a publiée sur YouTube, qui a été faite donc par l'équipe d'Antoine Sina, en ambulatoire, c'est-à-dire que les gens arrivent le matin à la clinique et repartent le soir chez eux. Il n'y a pas de nuit à la clinique. Oui. Agathe qui dit que oui, avec Bariati, nous accompagnons entièrement en digital des personnes partout en France et à l'étranger. Oui, clairement, nous, on a des gens qui viennent se faire opérer en France, mais qui font toute la préparation à l'étranger. Je pense que ce qui est important pour ceux qui nous regardent, c'est le degré de confiance, en fait, la relation de confiance que vous allez avoir avec l'équipe. Et cette relation de confiance, elle s'installe indépendamment de la géographie, de la proximité géographique. Et que ça soit le docteur Sina, que ça soit Caroline ou Alexandre ou nous, Bariatim, on fait tous de la visio, on est tous très, très connectés et ça permet comme ça de vous accompagner tous au plus près de votre quotidien, en fait, malgré la distance géographique. Tout à fait. Bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Ou, Alexandre ou Antoine, est-ce que vous avez des choses, vous, que vous souhaiteriez ajouter pour les personnes qui nous regardent, qui réfléchissent à la chirurgie? Prenez le temps. On est là pour ça. Donc, on est là pour vous aider. Hein. On est là pour vraiment vous soigner. Hein. Bonjour, j'avais une question. Oui. Bonjour. Donc ma question c'est, j'ai fait une fibroscopie au mois de juillet 2021. C'est dans le cadre du parcours bariatrique, mais je n'ai pas été opérée parce que mon tour n'est pas encore venu. Donc je voulais savoir si elle peut être toujours valable ou il faut encore faire une autre. Pardon? Vous avez eu quand la fibroscopie? En juillet 2021. Ah, juillet 2021. Ouais. Non, il faut au moins 3 mois avant l'opération. Moins de 3 mois. Il faut la refaire. Oui, parce que la bactérie peut venir en un an. Oui, d'accord. Si elle n'était pas, donc c'est important de voir ce qui s'est passé en un an. Un an, c'est pour ça que moi, au 4e mois, je la fais, et puis pour pouvoir opérer 2 ou 3 mois après. D'accord. Donc, il faut absolument, après, il faut un délai entre la fibroscopie et l'opération. Ah non, pas forcément. Non, d'accord. Il faut juste attendre les résultats de la biopsie. D'accord, très bien. Et juste une dernière question, c'était sur les reflux gastriques. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup, mais ça m'est arrivé d'en avoir 1 ou 2. C'est vrai que c'est assez douloureux. J'ai vu ce que ça veut dire. Hein. Pour moi, je pensais que c'était juste comme un renvoi, mais là, c'était vraiment terrible. Hein. Mal dans le dos, et ça a duré pendant des heures, en fait, ça. Mais juste une fois ou deux. Est-ce que ça, c'est justement pour choisir le bypass, juste pour une fois ou deux un reflux gastrique Non, je l'ai dit, reste... si vous vous souvenez, madame, je l'ai dit qu'il faut qu'il y ait un reflux, ce qu'on appelle IPP dépendant, c'est-à-dire pratiquement au quotidien, vous prenez un médicament et sinon, si vous arrêtez le médicament, ce qui est le cas de pas mal de gens. Hein, d'accord. Non, mais ponctuellement, quand on a un petit reflux, moi j'ai des patients slivés que j'ai slivés et qui avaient un petit reflux gastro-œsophagien lié à la surcharge pondérale qui n'avaient plus par la suite, après une sleeve. D'accord. Moi, j'ai dit le reflux pathologique est une contre-indication à la sleeve. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà, quelques commentaires dans le chat. Hein, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je suis à quelques semaines de l'opération et ce rendez-vous est un gros plus.
D'ailleurs, merci beaucoup Nathalie pour ce joli compliment que j'ai eu. Voilà, merci Agathe. Je vais sans doute prendre contact avec vous très bientôt. Merci au docteur Sina, Alexandre et Caroline pour leur présence et toutes leurs explications et à la team. Voilà, voilà, nous on est ravis d'avoir pu répondre à vos questions en tout cas. Et on mettra cette vidéo sur YouTube, hein, certainement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent ensuite, hein, à froid, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire de la vidéo. On les transmettra au docteur Sina qui répondra aussi. Voilà. Merci à vous. Merci bonne soirée à tout le monde. Merci pour votre invitation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.